Merci, merci Mouloud pour cet exposé, cette intervention très, très claire et qui met en évidence tous les mécanismes juridiques, administratifs de la répression. On va donner la parole à Mohamed Hachmaoui qui va parler d'un autre aspect un peu de ce que vit un peu notre pays, c'est le système de corruption. Et puis tout à l'heure, Abdelkader Lakhdja va achever un peu les interventions. On aura une pause et puis on reviendra dans la salle pour le débat comme une tradition. Tfadal, Si Mohamed. Merci. Je tiens avant toute chose à remercier le public pour sa fidélité. C'est une extraordinaire marque de soutien et je tiens à vous remercier. L'intitulé de mon intervention est le suivant. Algérie, corruption du système ou système de corruption. Les phénomènes sociaux se caractérisent le plus souvent par leur lenteur. Ils ne surgissent pas ex nihilo, mais sont bien plutôt l'aboutissement d'un long processus, souvent souterrain, invisible. Occulté par conséquent, l'analyse de ce processus, pour ne se focaliser que sur tel ou tel aspect visible du phénomène, génère une mauvaise interprétation, une analyse réductrice et biaisée du phénomène étudié. La corruption, qu'on définit comme abus de position ou de ressources sociales en vue d'obtenir un gain privé, relève de cette classe de phénomènes sociaux. La corruption n'est donc pas, telle une foudre, un phénomène qui surgit de nulle part et frappe une communauté par surprise. La corruption relève bien plutôt d'un processus. Et l'une des questions majeures qui occupent les chercheurs qui travaillent sur la corruption, toute tendance, toute discipline confondue, politologues, sociologues, économistes, est celle de savoir pourquoi il y a des variations dans la corruption d'un système à un autre, d'un pays à un autre. Plusieurs clés d'interprétation sont proposées. Certains ont commencé par la clé, la variable, le régime politique. On dit la démocratie est un régime où il n'y a pas beaucoup de corruption. L'autoritarisme, à l'inverse, il y aurait plus de corruption. Je constate que Singapour, par exemple, c'est un régime typiquement autoritaire, mais c'est un régime dans lequel le taux de corruption est extrêmement faible, le niveau de transparence est très élevé et l'état de droit est très fort. À l'inverse, prenez la France, vous allez trouver un niveau de corruption qui paraît choquant eu égard à la démocratie et à l'état de droit. Donc, la pertinence du concept, c'est la question qui détermine la pertinence du concept et la pertinence de l'approche. Là, on a un espace de liberté qu'on a arraché. Mais la pertinence du concept, est-ce que c'est une démocratie pour autant? Pas du tout. Nous sommes dans un régime autoritaire. Mais qu'est-ce qu'un régime autoritaire? Un régime autoritaire, par définition, est un système politique à pluralisme limité. Cet espace de liberté fait partie de ce système à pluralisme limité. Illimité, voilà. Bien. Donc, pour la pertinence, pour comprendre pourquoi cet espace a été toléré, vous l'avez dans la division. En revanche, la même variable, la même clé qui est l'autoritarisme ne peut pas expliquer pourquoi il y a des différences importantes entre les régimes autoritaires.
De la même façon, vous ne pouvez pas vous contenter du concept de démocratie pour expliquer les différences entre la démocratie américaine et la démocratie française. Toutes les deux sont des démocraties, mais il y a une différence considérable d'un point de vue seulement institutionnel, je ne parle même pas de la culture politique, seulement institutionnel, il y a une différence considérable. Pourtant, le principe même, c'est le même. Donc, c'est la question qui détermine la pertinence. Ma question à moi donc, est corruption du système ou système de corruption. Bien, je définis la corruption comme un processus par lequel un processus. Donc là, il y a une prise en compte du temps. Un processus par lequel des groupes et des individus exercent de l'influence à l'intérieur d'un système de gouvernement en vue d'obtenir un gain privé. Des groupes et des individus exercent de l'influence en vue d'obtenir un gain privé, tout ça à l'intérieur d'un système de gouvernement. Bien. La conséquence immédiate de ce postulat, de cette thèse, c'est l'intelligence de la corruption est indissociable de l'analyse du système politique. Alors que la corruption est systémique et généralisée en Algérie, l'intelligibilité du phénomène reste, elle, pauvre, très pauvre. L'utilité sociale de l'étude de ce phénomène envahissant n'est pourtant plus à démontrer, au vu des effets dévastateurs que cause la corruption sur l'économie, sur l'État, sur la société, sur les individus. Et au vu également de la banalisation du phénomène. Bien. Alors, la question qui surgit, pourquoi la généralisation des affaires de grande corruption, Khalifa, Brown and Root, Sonatrach, etc., c'est un feuilleton continu. Pourquoi la généralisation de ces affaires de grande corruption ne provoque-t-elle pas, je ne dirais pas un séisme moral, mais ne provoque-t-elle pas un mouvement social revendiquant la réforme urgente ou la chute de ce régime? Je rappelle que la Deuxième République italienne est née a été érigée à la suite de l'effondrement de la Première République, lequel effondrement a été causé par la corruption politique. C'est grâce aux juges et à la campagne et à l'indépendance de la justice italienne que les juges ont pu mener leur enquête fameuse main propre qui a précipité ce... Alors, sommes-nous devenus tous corrompus? La société algérienne est-elle à ce point colonisée par la corruption? Ce que cette communication, qui s'appuie sur un matériau d'enquête que je mène sur la corruption à différents niveaux de la hiérarchie, ambitionne de reconstruire l'ordre caché de la corruption systémique. Une double thèse commande mon argument. Une double thèse commande l'économie de mon argument. Les arrangements institutionnels liant autoritarisme et corruption structurent l'organisation des arènes politiques et économiques. Suivez bien, je vous prie. Les arrangements institutionnels liant autoritarisme et corruption structurent les arènes politiques et économiques par-delà les métamorphoses discursives, formelles du régime politique. On est passé du parti unique au multipartisme, du socialisme au libéralisme. C'est ça ce que j'entends par métamorphose formelle et discursive, discours. Ça, c'est l'équilibre
qui est engendré par ces arrangements institutionnels. Cet équilibre-là, j'y reviendrai, a été posé dès les fondations du régime politique algérien, c'est-à-dire quelques années avant l'indépendance. Mais la prise en compte, la question centrale en matière d'analyse des arrangements institutionnels, quels qu'ils soient, en démocratie ou en autoritarisme, c'est pas seulement de voir quel type d'équilibre naît des arrangements institutionnels, quel type d'équilibre émerge des arrangements institutionnels, c'est aussi, voire surtout, d'analyser le maintien de cet équilibre, la reproduction de cet équilibre dans des conditions changeantes, dans un environnement changeant. C'est ça la vraie question de connaissance, c'est de voir comment cet équilibre se maintient, se reproduit, alors même que l'environnement général, national, interne, régional, économique, juridique, discursif a complètement changé. Et pourtant, l'équilibre reste. C'est ça la vraie question de connaissance à laquelle je m'efforce de répondre. Donc, la prise en compte maintenant du processus, c'est le deuxième étage de la thèse que je développe, une tension potentiellement déstabilisatrice travaille en profondeur cet équilibre que je viens de décrire. Une tension potentiellement déstabilisatrice travaille en profondeur cet équilibre. Quelle est cette tension? Le répertoire de la corruption politique, posé dès l'indépendance comme mécanisme central de gouvernement, j'y reviendrai. Ce répertoire de corruption a permis, certes, de domestiquer les élites, à travers le système des prébendes. Je détaillerai tout ça après. Je donne la thèse, je dis comment je vais démontrer, après je détaille. Le répertoire de la corruption politique permet certes de domestiquer les élites à travers le système des prébendes. Il permet également de neutraliser le conflit de classe à travers les réseaux clientélistes verticaux de distribution des bénéfices. Il permet également d'adoucir l'ordre prétorien, l'ordre autoritaire. Enrichissez-vous, ne parlez pas de politique, ne vous occupez pas de politique, enrichissez-vous. Donc, il y a une fonction d'adoucissement de l'ordre prétorien, de l'ordre autoritaire. Mais ce système de corruption qui préside à l'allocation des ressources, sinon à la mise en œuvre des politiques publiques, finit par générer le mal-développement, par creuser les inégalités sociales, par fragmenter le tissu social, par dissoudre ce que les sociologues appellent le capital social, voire même le lien social. Le lien social, ce qui fait une société. Bien. Comment je vais procéder pour démontrer la pertinence de cette thèse? Je dis qu'on parle beaucoup de corruption, mais on a une pauvreté en termes d'intelligibilité. Donc, ce que je vais proposer en premier lieu, c'est comment analyser la corruption politique, étant entendu qu'on est dans la science politique. Nous ne sommes pas... je ne suis pas ni un imam révulsé par la corruption morale des croyants, ni un militant, etc. Donc on est dans l'analyse clinique, l'analyse sociologique. Donc comment analyser la corruption politique? Deuxièmement, je vais construire, prendre en considération le temps, le processus, et construire les syndromes de la corruption. Et enfin, je déroulerai les conséquences de la corruption sur la société, sur l'économie, sur l'État. Pour mieux appréhender la question qui nous occupe, corruption de système au système de corruption, il est impératif de faire une nuance conceptuelle entre trois notions qui sont tellement proches qu'on a tendance à les confondre.
la politique, les politiques publiques et la communauté politique. La politique, en anglais politics. La politique, en gros, c'est les règles du jeu politique, les règles du jeu qui gouvernent un système politique. Deux, les politiques publiques. Les politiques publiques d'industrialisation, de développement, de santé, d'éducation, c'est le gouvernement qui planifie, qui met en place des politiques publiques. Enfin, la communauté politique, c'est ce qui définit Novembre, l'imaginaire, le passé, l'histoire, c'est ce qui définit une communauté, c'est un socle de valeurs, etc. C'est ce qui définit un groupement politique. Bien. Cette nuance permet d'appréhender l'énigme qui nous occupe. Comment un système politique peut adopter des politiques publiques radicalement différentes, industrie industrialisante, programme anti-pénurie, réforme interne, programme d'ajustement structurel, privatisation, etc. Donc, comment un système politique peut adopter des politiques publiques radicalement différentes, voire des régimes politiques différents. Nous sommes passés du parti unique au multipartisme, mais sans toucher pour autant aux fondamentaux de la politique, sans toucher aux fondamentaux des règles du jeu politique. Ça, la prouesse. Bien. Donc, j'ai défini en gros les termes du débat, les termes du problème. Il me reste à définir, j'ai glissé que c'était un régime autoritaire, mais il y a différents types de régimes autoritaires. Le nôtre est un régime prétorien. Qu'est-ce qu'un régime prétorien? Et prétorien, tout régime préempté par l'armée, le commandement de l'armée. Mon collègue Boubrard vient de le rappeler. Bien. Mais c'est pas assez, même ça, c'est pas assez pour analyser le problème qui nous occupe. Parce que si on prend le régime, les dictatures militaires d'Amérique latine, c'était des régimes prétoriens en Argentine, au Chili, au Brésil, c'était des régimes prétoriens, mais ils sont très différents du nôtre. De même, la Turquie kémaliste est un régime prétorien. C'est l'armée qui gouvernait jusqu'à tout récemment. C'était l'armée qui gouvernait. Mais pourtant, la différence est considérable. C'est pour cela que je milite pour introduire l'approche institutionnelle, l'analyse des arrangements institutionnels. Bien. Il me reste à définir les institutions, pour ne pas introduire de mauvaises interprétations dans votre esprit. Par institution, je n'entends pas forcément l'APN ou l'Assemblée populaire nationale. Pour moi, les institutions sont, pour reprendre Douglas North, sont les règles du jeu dans une société. En termes plus clairs, ce sont les procédures, les protocoles, les normes et les conventions officielles et officieux, inhérents à la structure organisationnelle de la communauté politique ou de l'économie politique. C'est cela ce qu'on entend par institution. Bien. Alors, quel est, partant de là, l'appareillage conceptuel adéquat pour appréhender, saisir, analyser la corruption systémique en Algérie? La corruption systémique, je l'appréhende ici comme un problème enchâssé, embedded, enchâssé dans les processus politiques et économiques. En tant que telle, elle pose les questions fondamentales du rapport entre pouvoir et richesse, public et privé. La relation, l'étude des relations entre institutions et participation dans et en lien avec les arènes politiques et économiques, c'est-à-dire participation dans l'arène économique. Est-ce que le jeune qui n'a zéro capital clientélaire
peut accéder à un crédit bancaire, peut concourir pour avoir un marché public. C'est ça la participation dans l'arène économique. Et qu'est-ce qu'on entend par participation dans l'arène politique? C'est le vote, c'est le droit d'avoir un parti politique, de participer à des élections, etc. C'est ça la participation politique. Bien. L'étude des relations, donc, entre institutions et participation dans et en lien avec les arènes politiques et économiques offre une entrée particulièrement féconde pour saisir les syndromes de la corruption. Pas seulement entre pays, mais à l'intérieur même du pays. Comment le syndrome de corruption était en 62 et comment il est devenu aujourd'hui. Donc là, il y a la prise en compte du temps. Et cette approche-là permet de saisir cela. Quelles sont ces questions fondamentales? Je dis par exemple, quelles sont les opportunités politiques et économiques disponibles dans une communauté? Et qui les met en place? Est-ce que c'est un président élu? Est-ce que c'est une officine? Comment ça se passe? Qui les met en place? Quelles sont les opportunités politiques et économiques? Et qui les met en place? Deuxième, comment les individus et les groupes acquièrent, utilisent, échangent richesse et pouvoir? Est-ce que vous pouvez constituer un empire économique en partant de votre seul labeur, de votre seul ou d'un héritage, etc. Ou est-ce que c'est plutôt un puissant personnage dans le régime auquel vous jouez le prête-nom, qui vous permet d'obtenir des crédits, des marchés publics, des faveurs fiscales et de prospérer en un laps de temps record et de devenir un empire? C'est ça la question. Donc, enfin, comment les arrangements institutionnels et les intérêts en compétition influencent-ils les processus d'accumulation du pouvoir et d'accumulation de la richesse? Les institutions de l'État sont-elles à l'abri ou au service de groupes d'intérêts privés? Quels sont les liens entre, d'un côté, le type de régime, l'économie politique, la force et faiblesse des institutions, d'un côté, et de l'autre, les symptômes de corruption qui se déploient à travers le temps, dans la même communauté politique? Donc, quels sont, partant, les arrangements institutionnels qui font se lier autoritarisme et corruption en Algérie? Les règles du jeu en vigueur dans le système autoritaire algérien elles sont informelles. Ce n'est pas en lisant la Constitution, qui est par définition la mise en écriture des règles du jeu politique, que vous allez trouver les règles qui gouvernent réellement le système politique. Elles sont informelles, donc il faut savoir les détecter, les formuler, etc. Donc, je les décline comme suit. Concentration et exercice non imputable du pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Concentration du pouvoir, c'est-à-dire la négation de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire vous êtes à l'exécutif, vous contrôlez la justice, vous contrôlez le législatif, c'est ça la concentration du pouvoir. Et un exercice non imputable. À la limite, on peut dire, bon, allez-y, vous avez la concentration du pouvoir, mais rendez-nous compte de ce que vous faites de ce pouvoir. L'exercice non imputable du pouvoir, ça veut dire l'absence de la reddition des comptes. Première règle. Deuxième règle, l'institutionnalisation des monopoles ou des oligopoles. La troisième règle, c'est le populisme. Je renvoie aux travaux de Lahouari Hadid ou Mohamed Harbi sur le populisme, comme négation du politique. L'autre règle, c'est l'affaiblissement institutionnel de l'État. Pourquoi il y a un affaiblissement institutionnel de l'État? Pourquoi il y a un affaiblissement par le groupe qui concentre le pouvoir? Pourquoi le groupe qui concentre le pouvoir tient-il à affaiblir les institutions de l'État?
pour pas qu'il y ait de contre-pouvoir. Bien. Enfin, la dirty tricks politics, la politique des sales coups, c'est... j'ai pas besoin de vous dire, c'est les homicides politiques, c'est la répression, c'est l'intimidation, c'est le harcèlement, etc. C'est un répertoire très vaste. Ces règles du jeu politique, résilientes depuis l'indépendance à nos jours, derrière des formules changeantes, entretiennent, c'est très important. On peut avoir des institutions. Le plus important, ce n'est pas tellement le nombre des institutions, mais comment elles s'agencent entre elles. C'est ça qui fait la différence entre une démocratie et une autre, entre un système autoritaire et une autre. C'est la complémentarité, comment s'agencent. Pour ça, on parle d'arrangement institutionnel. Donc, ces règles politiques, ces règles du jeu politique, résilientes depuis l'indépendance à nos jours, derrière des formules changeantes, entretiennent entre elles une complémentarité et une interdépendance. Il y a un terme en anglais que la science politique utilise et qui est difficilement traduisible, mais que je restitue par le caractère gluant. C'est très gluant, on appelle ça stickiness. C'est un caractère gluant. Elles sont intercomplémentaires et elles sont gluantes. Vous allez comprendre après, quand j'aborderai la séquence des réformateurs, tout commence par l'analyse, tout commence par le constat. Donc j'ai dit, l'important, c'est l'interdépendance et la complémentarité et le caractère gluant qui fait que les différentes règles s'agencent et deviennent intercomplémentaires. Bien. Alors, comment se fait cette interdépendance? Tandis que l'autoritarisme prétorien implique la détention de la réalité du pouvoir par un groupe restreint que j'ai appelé le collège des prétoriens, les 3B, les colonels, l'état-major général, le cabinet présidentiel sous l'Arbi Brkhir, etc. Le collège prétorien, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la congé, c'est de la structure. On en a dès avant l'indépendance. Donc, tandis que l'autoritarisme prétorien implique la détention de la réalité du pouvoir par un groupe restreint, la non-imputabilité, c'est-à-dire la négation de la reddition des comptes. 1. La faiblesse institutionnelle de l'État et la dirty tricks politics, la politique des sales coups, fournissent, elles, l'environnement idéal à la prolifération de la corruption politique. Or, il y a un consensus dans les études sur la corruption systémique. L'environnement idéal de la corruption exige des conditions secrètes, restrictives, c'est-à-dire la participation secrète, donc concentration non imputable, rien du tout. Donc, secrète, restrictive, peu ou pas transparente, et un coût élevé de la défection, c'est-à-dire de la prise de parole, c'est-à-dire de la dénonciation, la répression. Le coût élevé de la prise de parole. Mais rappelez-vous le sort du journaliste d'Al-Watan de Tébessa, rappelle-moi son nom, Bellardiouh, qui a dénoncé les réseaux de corruption à Tébessa. Bien. La résistance au changement, donc ça c'est l'équilibre. Alors pourquoi cet équilibre est si résilient, est si tenace, est si robuste? Pourquoi la société n'arrive pas? Bien. La résistance au changement n'est pas propre au seul régime politique algérien. Elle est même l'une des caractéristiques de la politique, indifféremment du fait qu'elle soit démocratique ou non démocratique. Aller changer un système électoral dans une démocratie, c'est très difficile.
Le nombre de pays démocratiques qui ont changé de système électoraux, à ma connaissance, il y en a 3. C'est vous dire alors, bien. Cette robustesse explique pourquoi les peuples recourent parfois à des révolutions, ou pourquoi des juntes militaires recourent à des coups d'État, pour renverser l'ordre établi et mettre en place de nouvelles institutions, c'est-à-dire de nouvelles règles du jeu. Alors pourquoi la politique est si difficile, si résistante au changement? Pourquoi les arrangements institutionnels sont si résistants au changement? Ce que je dis là est très important pour comprendre la suite. 2 raisons principales président à ce fait. Il y a le problème de l'incertitude politique. Les acteurs politiques anticipent le fait que leurs rivaux peuvent s'emparer des rênes du pouvoir, peuvent s'emparer très tôt des rênes du pouvoir. Donc, très tôt, ils mettent en place des arrangements institutionnels robustes dont le coût de la remise en question est très élevé. Un exemple. Une jeune démocratie comme l'Espagne après Franco. Ils avaient, ces démocrates, qui ont bâti réussi cette transition qui est donnée comme modèle paradigmatique, ont donné à leurs institutions démocratiques un caractère robuste, si bien que quelques années à peine après la transition, il y a eu une tentative de putsch militaire qui a échoué, parce que le coût du renversement institutionnel est devenu trop élevé. Inversement, un régime prétorien qui s'empare du pouvoir, disons à l'indépendance, et qui écarte l'autorité légitime, a tout intérêt à mettre en place des institutions extrêmement robustes pour éviter que les rivaux qui ont été battus par les armes puissent renverser cet ordre militaire et mettre en place une démocratie, un système parlementaire, etc. Donc il y a ce problème qui est universel, l'incertitude politique. Le deuxième problème, c'est la prédictibilité. Un décideur, quel qu'il soit, il accuse un déficit de contrôle politique dans l'avenir. Il ne sait pas quel va être son successeur et si ses successeurs seront les premiers, la deuxième génération, va ou pas remettre en question, renverser l'ordre établi. Pour lier les successeurs, on met en place des arrangements institutionnels extrêmement contraignants, quitte à se contraindre soi-même. Je vous donne un exemple. Lorsque le Caudillo Boumediene a rendu l'âme, ce n'est pas le parti qui a choisi le successeur. Pourtant, on disait que c'est le parti qui gouverne. C'est le collège des prétoriens. Tout le monde connaît l'histoire, la Pérouse, etc. C'est le collège des prétoriens, réunion à huis clos, qui ont coopté un des leurs en le faisant primus inter pares. Mais en même temps, ils sont allés juste après donner au parti la possibilité de voter à l'unanimité, bien entendu, pour ce candidat qu'ils ont choisi. Mais pourquoi ils iraient faire ça? La contrainte, elle va peser lorsque le cabinet présidentiel dirigé par le général Arbi Belkhir va se retrouver face à un parti qu'il ne pouvait plus contrôler. Donc, à un moment, on contraint les successeurs en mettant des institutions pour les lier, mais on se contraint soi-même. Et donc, cette contrainte-là, elle pèse en termes de caractère gluant. C'est ce qui rend la politique robuste au changement. Bien. Alors, l'attention portée à la...
pour analyser, à la lumière de ce que j'ai dit, pour analyser une trajectoire institutionnelle comme celle qui nous occupe aujourd'hui, il est impératif d'avoir une compréhension la plus fine possible des institutions de veto, c'est-à-dire ceux qui disent non au changement, à l'intérieur des arrangements institutionnels. Dans chaque institution, quel qu'il soit, il y a des institutions de veto. La Cour constitutionnelle dans un régime démocratique, le Parlement, etc. Il y a des institutions de veto. Ici aussi, il y a des institutions de veto. Donc, l'analyse d'une trajectoire institutionnelle exige une analyse de la résilience institutionnelle. Les réformateurs qui vont entreprendre à partir du constat que moi je formule dans mon vocabulaire, dans mes concepts, comme caractère gluant, interdépendance, complémentarité des arrangements institutionnels. Partant de ce constat, ils vont dire qu'il n'y a plus possibilité d'avoir une performance économique, une réforme économique qui ne touche pas aux fondamentaux de la politique. Ces réformateurs-là seront confrontés à la résilience institutionnelle, au pouvoir de veto. Mais il ne s'agit pas dans l'analyse d'énumérer les institutions de veto, on va dire la police politique, l'armée, etc. Bon, ça tout le monde. Il faut aller au-delà pour voir quel type d'investissement les acteurs qui président à ces institutions de veto, quel type d'investissement les acteurs prépondérants du régime font dans tel ou tel arrangement institutionnel.